Comme Olivier dit, on ne pouvait pas trouver mieux aujourd'hui qu'un Libanais amoureux des questions de sécurité collective et très au courant de ce qui se passe dans son propre pays. Alors, merci beaucoup, Fadi, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter donc Fadi. Il est docteur en droit public, évidemment, de l'Université René Descartes à Paris 5 en France. Il est professeur de droit international et de sciences politiques à l'Université Antonine au Liban et à l'Université La Sagesse aussi au Liban. Il est également, il a beaucoup de temps dans sa journée, puisqu'il est également vice-recteur aux relations internationales et aux affaires académiques et secrétaire général de l'Université Antonine. Et il est professeur invité dans deux universités, une ici au Québec à l'Université de Sherbrooke, et c'est comme ça que j'ai pu connaître Fadi, et aussi à Middlebury, un collège au Vermont. Donc, depuis 2005, évidemment, vous l'aurez deviné, le professeur Fadel consacre ses travaux de recherche au règlement pacifique des différends internationaux, à l'analyse juridico-politique des résolutions du Conseil de sécurité, aux opérations de maintien de la paix et plus spécifiquement au tribunal spécial pour le Liban qui a été créé. Il a d'ailleurs publié deux ouvrages récents, un en 2006 sur l'action du Conseil de sécurité au Liban entre 1948 et 1986, et un beaucoup plus récent, en 2009, sur les échéances libanaises à l'épreuve du droit et de la politique internationale. Il a aussi organisé deux colloques très importants à grand déploiement à Beyrouth, un en 2008 sur la FINUL, justement, et un en décembre 2009 où j'ai eu le grand plaisir d'être invitée et donc d'assister à ces colloques à grand déploiement, comme je disais, organisés par le père Fadel. Donc, celui de décembre dernier concernait le Liban au Conseil de sécurité, parce que vous le savez, le Liban est rendu maintenant membre non permanent du Conseil de sécurité. Alors voilà, sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de notre cher invité. Et encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Geneviève, merci de votre présence toutes et tous pour cette conférence au début de l'année. Et c'est un grand honneur à moi de débuter mon activité académique de conférences et séminaires donc, dans votre honorable université. Bien sûr, mes remerciements vont à l'endroit des organisateurs, M. Roch, Mme Dufour, M. le Président de l'AS. Effectivement, donc c'est une question qui m'intéresse de près, non seulement eu égard à ma citoyenneté, à mon identité libanaise, mais également eu égard aux enjeux de droit international humanitaire et de droit international public au niveau de la coopération avec cette juridiction à caractère international. En guise d'introduction, donc j'aimerais bien rappeler un peu les faits relatifs à ce tribunal spécial, le 14 février 2005. Un jour au Liban et au Moyen-Orient, pas comme les autres. En effet, Rafik Hariri, ancien Premier ministre libanais, est assassiné à Beyrouth suite à une explosion dans une voiture piégée. L'environnement politique au Liban, toujours sous influence, voire sous domination syrienne à l'époque, avait écarté M. Hariri du pouvoir après la reconduction du mandat de l'ancien président de la République, Émile Laoud, en novembre 2004. Contrairement aux dispositions de la résolution 1559 sur 2004 du Conseil de sécurité. Donc cette résolution qui a été adoptée en novembre 2004 par le Conseil de sécurité en appelant à des élections présidentielles libres sans ingérence extérieure. Et effectivement, à l'époque, la domination syrienne a fait que la reconduction du mandat du président Laoud ait lieu par la force. Cet assassinat du président Hariri fut qualifié par le Conseil de sécurité comme étant un attentat terroriste et a déclenché sur le plan national le processus de retrait de l'armée syrienne du sol libanais. Ce fut le début de la fin, en apparence, de la tutelle syrienne à l'endroit du Liban. Après 15 ans de guerre civile et complexe, 75 à 90, et 15 ans de tutelle syrienne, de 90 à 2005, force de constater que l'État libanais était un État démembré, déboussolé, ne maîtrisant pas ses grands dossiers politiques, sécuritaires et judiciaires. Donc un État, je ne dirais pas en faillite, mais fondamentalement démembré.
Par conséquent, sa souveraineté et son indépendance étaient gravement atteintes. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a établi une commission d'enquête internationale chargée d'apporter son concours à l'État libanais et d'enquêter sur tous les aspects de cet acte de terrorisme, et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et complices. Cette assistance prêtée par le Conseil de sécurité sur demande du gouvernement libanais a constitué le point de départ pour l'institution du tribunal spécial pour le Liban, qu'on va nommer désormais le TSL. En effet, parallèlement aux travaux de la commission d'enquête internationale et des autorités policières et judiciaires au Liban, des négociations avaient lieu entre le pouvoir exécutif au Liban et le secrétariat général des Nations Unies en vue d'instituer un tribunal spécial pour juger les auteurs de cet attentat terroriste. Ce processus, commission d'enquête internationale d'un côté et tribunal spécial pour le Liban de l'autre, fait émerger une nouvelle donnée sur la scène internationale, à savoir mettre fin à l'impunité des assassinats politiques au Liban et faire prévaloir les droits des victimes. C'est ce qu'on va voir en première partie. Or, il s'est avéré dans les mois et dans les années passées que les puissances régionales et internationales, ainsi que la classe politique libanaise, ainsi que le pouvoir judiciaire au Liban, ont glissé dans la politisation de ce tribunal et de ce processus, et l'on n'a pas hésité à s'en servir parfois pour marquer des points contre l'ennemi, entre guillemets, géopolitique, ou l'adversaire sur le plan interne. Mais la réponse du TSL, à travers son statut interne et son règlement de procédure et de preuve, fut claire et sans équivoque, à savoir préserver cet organisme des influences politiques néfastes et rendre justice aux justiciables, tout en conciliant les approches de droit civil romain et les règles du common law. C'est ce qu'on va voir notamment dans la deuxième partie. Après l'expérience de la communauté internationale dans les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, les efforts se focalisent dès à présent sur les leçons à tirer des échecs passés et redorer le blason de la justice pénale internationale. Bien sûr, des questions se posent et sont soulevées. Est-ce que le TSL saura se démarquer des expériences précédentes au niveau des implications des relations internationales dans la justice, en se limitant aux données juridico-juridiques? Est-ce que le TSL dispose de l'autonomie, voire de l'indépendance requis par rapport à la communauté internationale pour s'acquitter de sa tâche sans tutelle externe? Est-ce que le TSL saura écarter de ses travaux la difficile équation qui prévalait dans les travaux des autres tribunaux pénaux internationaux ad hoc, à savoir la valeur de la vérité par rapport à la paix civile et à la stabilité politique, tant sur le plan national que sur le plan régional et international? Autant de questionnements qui existent et qui subsistent, et on va le rappeler en conclusion, tant que le TSL n'a pas encore débuté ses travaux en bonne et due forme. C'est pourquoi cette étude s'inscrit dans le sillage de l'analyse des données théoriques et pratiques que nous possédons à ce stade, en tirant les conclusions jusqu'à ce jour. Les mois, voire les années à venir, nous entraîneront indéniablement dans les détails des procès et des procédures mises en place. Ceci dit, qu'en est-il aujourd'hui? Voici donc les deux parties que je vous propose. Premièrement, les droits des victimes, et en second lieu, la consécration matérielle du principe de présomption d'innocence, c'est-à-dire la préservation ou la protection des droits des suspects et des accusés. Premièrement, les droits des victimes, la raison d'être de l'internationalisation de l'enquête et de la justice. Jusqu'au jour où le TSL a vu le jour, la justice internationale était limitée au génocide, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. C'est la première fois où un crime étant qualifié de terroriste fait l'objet d'une juridiction à caractère international, ne se limitant pas uniquement à l'attentat de M. Hariri, mais pouvant concerner également d'autres attentats terroristes survenus après le 14 février, mais aussi avant le 14 février 2005. La commission d'enquête constituait le prélude du TSL, vu le contexte juridique de son institution, ainsi que la compétence qui lui a été attribuée. C'est ce qu'on verra en grand temps. Cette dimension d'internationalisation
caractérise le TSL, mais ne la définit pas comme étant une juridiction internationale. D'où l'action du Conseil de sécurité s'avère extrêmement limitée à cet effet au profit de l'indépendance requise dans les travaux de cet organisme. C'est ce qu'on verra en grand B. Premièrement, les compétences de la Commission. En vertu de la résolution 1595 sur 2005, la Commission d'enquête internationale a lieu parce que le Conseil de sécurité a noté, et je cite, que l'enquête menée par les autorités libanaises présentait de graves insuffisances et que, faute de moyens et de volonté d'aboutir, elle ne pourrait produire des conclusions crédibles. Notons que le Liban est un pays démembré, déboussolé après 30 ans de crise, 15 ans de guerre civile et complexe et 15 ans de tutelle syrienne. Par conséquent, cette commission d'enquête est dotée des pouvoirs suivants en vertu de cette résolution onusienne. Bénéficier de l'entière coopération des autorités libanaises et notamment avoir pleinement accès à tous les éléments d'information et éléments de preuve documentaires, testimoniaux et matériels en leur possession qu'elle jugerait utiles à l'enquête. Deuxièmement, être habilité à retenir tous autres éléments d'information et éléments de preuve, tant documentaires que matériels. Troisièmement, jouir de la liberté de mouvement dans tout le territoire libanais sans entrave et sans limite. Quatrièmement, disposer des installations nécessaires à l'exercice de ses fonctions et se voir accorder pour elle-même ainsi que pour ses locaux, son personnel et son matériel, les privilèges et immunités auxquels leur donne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Que retenir de ces considérations d'ordre juridique et politique? En premier lieu, il convient de noter que la commission d'enquête internationale agit dans le cadre d'une coopération voulue et recherchée par le gouvernement libanais. Donc ça n'a pas été imposé au gouvernement, ça a été recherché, requis et demandé par le dit gouvernement. Par conséquent, bien que la commission soit dotée d'un pouvoir propre d'investigation et d'accès aux informations, le pouvoir de police et d'arrestation relève des compétences des autorités publiques libanaises, comme on le verra plus tard. C'est pourquoi la commission est astreinte dans ses procédures d'enquête au respect du droit et des procédures judiciaires libanais. En second lieu, la deuxième remarque qui s'impose, à travers la qualification de l'assassinat de M. Hariri comme étant un attentat terroriste, le Conseil de sécurité engage directement et indirectement la coopération de tous les États dans la lutte contre le terrorisme, eu égard à ces résolutions 1267, 1373, 1535, 1624 et j'en passe. Ces résolutions contraignantes du Conseil de sécurité qui ont eu lieu après les attentats de New York. Effectivement, après les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue une règle juridique opposable qui engage la coopération des États, notamment quand une résolution du Conseil de sécurité les appelle et les engage dans une telle action. Et surtout quand une qualification de terrorisme a lieu comme étant un acte qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationale. En effet, les deux résolutions 1636 et 1644 concernant le cas du Liban et notamment les compétences de la commission d'enquête internationale, ces deux résolutions contraignent la Syrie à coopérer pleinement avec la commission d'enquête, tout en soulignant, et je cite, l'obligation souscrite par la Syrie est faite à elle de collaborer pleinement et sans condition avec la commission d'enquête internationale et exige expressément de la Syrie qu'elle réponde sans ambiguïté et sans délai aux questions soulevées par le chef de la commission et qu'elle défère promptement à toute requête future de la commission. Troisième remarque, le caractère international de la commission lui garantit la circulation dans la région et l'accès aux diverses données et informations relatives à l'objet de son enquête. D'ailleurs, il convient de noter que la commission ne s'est pas limitée à l'attentat perpétré à l'encontre de M. Hariri, mais aussi elle a exercé ses compétences à l'égard d'autres attentats terroristes perpétrés au Liban depuis le 1er octobre 2004. Cet élargissement de compétences a permis à la commission de se saisir de tous les attentats qualifiés de terroristes jusqu'au 1er mars 2009, date
du début des travaux du TSL et fin de l'existence de cet organisme hybride. Les principales conclusions de la commission d'enquête internationale s'articulent autour de deux axes. Premièrement, premier axe, l'assassinat de M. Hariri est d'ordre politique par excellence, s'inscrivant dans le contexte de l'adoption de la résolution 1559, s'inscrivant dans le sillage de la reconduction de 3 ans du mandat du président Lahoud et le projet de loi électorale de 2005. Le deuxième axe est sur le plan de l'exécution, à savoir qu'il s'agit d'un attentat extrêmement complexe. Les auteurs ont travaillé avant et durant l'attentat et travaillent toujours en réseau organisé, tout en confirmant qu'il existe un lien entre l'assassinat de M. Hariri et d'autres attentats au Liban. Ces étapes parcourues par la Commission dans l'identification des auteurs et du contexte géopolitique ont permis au secrétaire général de l'ONU de décider du début des travaux du TSL, conformément à l'article 19 de l'accord entre l'ONU et le Liban sur la création du TSL. Et c'est ce qu'on va voir en grand B, le TSL, une juridiction à caractère international, la levée des ambiguïtés. La nuit du 30 mai 2007, heure libanaise, on a 7 heures de décalage, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1757 relative au tribunal spécial pour le Liban. Les équivoques d'interprétation n'étant pas rares et les discours politiques manquant souvent de nuances, l'on est tenté de croire qu'à cette date, le Conseil de sécurité a créé le tribunal spécial pour le Liban. Or, l'examen de la résolution 1757, d'une part, et le regard critique porté sur les étapes et le processus qui précédait cette adoption, d'autre part, nous montre que le tribunal à caractère international résulte de deux faits. Premièrement, une coopération entre le gouvernement libanais et l'ONU en premier lieu et une mesure contraignante du Conseil de sécurité en second lieu, permettant à cette juridiction de voir le jour grâce à l'entrée en vigueur des dispositions de son statut organique et de l'accord signé entre le gouvernement et l'ONU. En premier lieu, il convient d'examiner les aspects qui mettent en lumière la coopération entre les parties. Force est de rappeler que la résolution 1595, qui inaugure ce processus de coopération et qui porte sur la création d'une mission d'enquête internationale, répond à une demande expresse du gouvernement libanais à travers une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU en date du 29 mars 2005. Le Conseil de sécurité ne saurait prendre une telle mesure basée sur la coopération avec l'État libanais s'il n'y avait pas eu de requête officielle le sollicitant à ce sujet, à moins qu'il ait fait en ayant recours au chapitre 7, ce qui n'a pas été le cas. En outre, il est à noter qu'une deuxième lettre du Premier ministre libanais, datée du 13 décembre 2005, demandait au secrétaire général de l'ONU d'entamer la procédure de négociation pour la création d'un tribunal international résultant d'un accord entre le gouvernement et l'ONU, bien sûr le secrétariat général. Un troisième fait marquant vient s'ajouter à ces aspects de coopération entre le gouvernement et l'ONU, l'entrée en négociation en janvier 2006 des représentants du gouvernement libanais et du conseiller juridique de l'ONU, laquelle la négociation a abouti en janvier-février 2007 à la signature de l'accord sur la création du tribunal spécial sur le Liban entre l'ONU et le gouvernement. Enfin, en constatant dans la résolution 1757 que les efforts déployés avec toutes les parties nationales, régionales et internationales concernées dans cette affaire ont montré qu'il y a un accord de principe pour la création du tribunal, mais que la procédure de ratification semble bloquée, bien sûr en raison du blocage politique à l'époque et du sit-in en centre-ville, le Conseil de sécurité rappelle que le principe de coopération fut prépondérant et déterminant dans l'ensemble du processus relatif à la création du tribunal spécial pour le Liban. D'ailleurs, la résolution 1664 entérine ce processus de mise en place progressive des diverses composantes du tribunal sans aucune mention du chapitre 7. Or, pourquoi le Conseil de sécurité a-t-il recours dans sa résolution 1757 au chapitre 7 et quelles en sont les conséquences juridiques?
Après un rappel de toutes les étapes parcourues pour la création du tribunal et après avoir qualifié l'acte d'assassinat comme étant un acte terroriste qui menace la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité fonde sa présente action sur le chapitre 7 de la Charte et procède par conséquent uniquement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'accord et du statut du tribunal à partir du 10 juin 2007. Donc, il s'agit d'une étape entérinée par le Conseil de sécurité dans la résolution 1757, à savoir la ratification eu égard à la qualification juridique des actes terroristes perpétrés au titre du chapitre 7 de la Charte, et dans l'optique, selon l'ancien ambassadeur de la France à l'ONU à New York, M. Jean-Marc de la Sablière, d'aider le Liban à surmonter l'obstacle politique tout en respectant sa souveraineté. Et d'ajouter, nous agissons à la demande du gouvernement légitime du Liban. D'ailleurs, l'adoption de la résolution 1757 sous le chapitre 7 ne change en rien l'engagement de l'État libanais par rapport à sa coopération avec les tribunaux, car déjà dans le statut, l'État libanais, le gouvernement, s'engage à coopérer pleinement avec le TSL ainsi qu'avec ses organes. En troisième lieu, il convient de noter que contrairement aux autres tribunaux internationaux et à la Commission, il n'existe aucun lien juridique, fonctionnel et matériel direct entre le TSL et le Conseil de sécurité. Les rapports avec le président, les rapports que le président du TSL est appelé à présenter sur le fonctionnement et les activités du TSL sont à envoyer uniquement au gouvernement libanais et au secrétaire général de l'ONU. Donc, en quoi pourrait consister ce caractère international du tribunal s'il n'y a pas déjà de lien organique avec le Conseil? Déjà, on a une présence majoritaire de juges internationaux dans les diverses chambres du TSL. Le procureur étant international, M. Daniel Belmar, qui est canadien, son équipe l'est également, le chef de l'enquête, membre du bureau des enquêtes, etc. Le greffier ainsi que le chef du bureau de la défense sont internationaux. Le juge de la mise en état est international. Les règles des procédures et de preuves ainsi que le droit de la défense s'inspirent grandement des principes de la jurisprudence pénale internationale ainsi que du droit international. La procédure de nomination du personnel judiciaire et administratif a lieu au niveau du secrétaire général de l'ONU. Par conséquent, c'est le secrétaire général et non pas le Conseil de sécurité qui procède à ces nominations, contrairement aux autres tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Le siège du TSL se trouve aux Pays-Bas. Et enfin, le financement est assuré à hauteur de 49% par l'État libanais et 51% de contributions volontaires des États. L'ONU n'est nullement concernée par ce volet, contrairement à la situation de la commission d'enquête internationale. Que retenir de ces considérations? Loin des tractations politiques internationales et des diverses conjonctures des relations internationales, le TSL, dans son volet international, se trouve à l'écart des fluctuations et diligences politico-politiciennes dont le Conseil de sécurité est le centre de gravité. Cette absence de lien entre le TSL et le Conseil de sécurité et la présence dense de la dimension internationale dont la constitution même du TSL sont la valeur ajoutée d'une indépendance juridique par rapport aux politiques sur la scène internationale. Bien plus, les articles 21 et 79 du règlement de procédure et de preuve ont été abrogés le 5 juin 2009 par les juges du TSL à l'unanimité. Ces deux articles, en effet, permettaient au président du TSL de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU en cas d'absence de coopération d'un État tiers avec ce tribunal. Désormais, il n'y a plus de saisine du Conseil de sécurité et le président du TSL se limite à négocier avec ces États la coopération en question. Donc ce souci de préserver le TSL des enjeux politiques qui règnent au sein du Conseil lors des négociations qui précèdent les déclarations présidentielles et au moment de l'adoption des résolutions a régné et règne toujours dans l'esprit du juge du TSL. Bien sûr, ceci aurait le mérite d'immuniser les actes juridiques, théoriquement, et les jugements à venir par rapport aux enjeux politiques internationaux qui pourraient profiter aux victimes, mais aussi, selon la conjoncture géopolitique, aux accusés. En effet, l'assassinat de l'ancien Premier ministre, M. Hariri, est le 5e assassinat de hauts dirigeants politiques au Liban depuis 1982,
Or, c'est la première fois qu'une affaire de cette envergure fait l'objet d'une saisine auprès d'un organisme juridictionnel et judiciaire à caractère international, contrairement aux autres assassinats, dont uniquement les juridictions nationales étaient compétentes pour les juger, et jusqu'à présent, on n'a pas de résultat, on n'a pas de justice rendue. Or, outre ces garanties d'indépendance et d'impartialité au sein du tribunal à caractère international qui profitent aux victimes, il existe également des garanties à l'endroit des suspects et des accusés sur la base du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et c'est ma deuxième partie. C'est bon, je suis dans le temps. Donc la deuxième partie est la consécration matérielle du principe de présomption d'innocence. Le 29 avril 2009, un séisme politique et juridique a lieu au Liban et dans la région. Le juge de la mise en état au sein du TSL, le Belge M. Daniel Franssen, sur proposition du procureur international M. Daniel Belmar, a ordonné la mise en liberté des 4 officiers libanais détenus depuis le 30 août 2005 dans une prison au Liban. Considérés comme pro-syriens, les généraux Jamil El-Sayed, Ali El-Hajj, Raymond Azar et Mustafa Hamdan étaient chargés de l'appareil sécuritaire libanais lors de l'attentat perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth. Ils avaient été incarcérés par les autorités libanaises à la demande de la commission d'enquête internationale. Plus de 3 ans et demi de détention provisoire sans chef d'accusation constitue aujourd'hui, dans le contexte international et européen de protection des droits fondamentaux, une atteinte grave à la liberté individuelle. Cette carence dans le droit pénal libanais qui subsiste encore a fait l'objet de nombreuses observations. C'est ce qu'on verra dans grand temps. Et le règlement de procédure et de preuve a rétabli la justice et constitue désormais la référence de garantie des droits des suspects et des accusés. C'est ce qu'on verra en grand B. Les carences dans le droit pénal libanais. Il serait prétentieux de soutenir que la légalité et la non-rétroactivité suffisent à préserver les droits en matière pénale. Contrairement à la règle civile, dont l'application constitue une source de droit général, l'application de la norme pénale crée un droit individuel, c'est-à-dire la norme de condamnation n'est pas un principe abstrait, mais concret. Pour cette raison, tout le parcours qui y mène, ainsi que son exécution, sont soumis à la légalité et à l'obligation du respect des droits fondamentaux, à l'instar de la norme d'incrimination. La garantie d'une telle soumission est nécessairement commandée par le déroulement du procès qui y mène de manière équitable. Dégagé des articles 9 et 14 du Pacte international des droits civils et politiques, les critères d'un procès équitable comportent 2 éléments. Le droit à un tribunal et le droit à ce que ce tribunal soit impartial. Dans le cadre de notre étude, nous allons retenir le droit à un tribunal, notamment dans la phase de l'enquête, domaine de compétence des autorités libanaises en l'espèce, puisque le droit à un tribunal impartial relève du TSL, seul compétent de juger les auteurs des assassinats en question. Le droit à un tribunal se subdivise à son tour en une palette de droits relatifs à une justiciabilité à double battant, à savoir le droit d'accès à un tribunal et le contrôle de la détention et de l'incrimination. Bien sûr, toujours dans le contexte du respect des droits fondamentaux dans un contexte international et européen. Or, la configuration générale du droit au contrôle de la détention par un tribunal a été délimitée par la Cour européenne des droits de l'homme qui a reconnu, et je cite sa jurisprudence, qu'un détenu ne soit accusé ou traduit devant un tribunal ne méconnaît pas en soi la première partie de l'article 5, paragraphe 3. Il ne saurait y avoir de telles violations si l'intéressé recouvre sa liberté aussitôt, et là je souligne aussitôt, avant qu'un contrôle judiciaire de la détention ait pu se réaliser. Si l'élargissement n'a pas eu lieu aussitôt, la personne arrêtée a le droit de comparaître rapidement devant un juge ou un autre magistrat judiciaire. Et la Cour d'ajouter que l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes de l'État à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif
constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5, paragraphe 3, conçu pour réduire au minimum le risque d'arbitraire. Les cadres de ce droit étant posés, il semble que, premièrement, en vertu de l'article 56 du Code libanais de procédure pénale, le CPP, le juge d'instruction possède les mêmes prérogatives que le procureur ou l'avocat général. En vertu de l'article 107 de ce Code libanais de procédure pénale, le juge d'instruction peut, après l'interrogatoire d'un prévenu et l'obtention de l'avis du ministère public, prendre une décision de le détenir. Troisièmement, en vertu de l'article 108 du Code de procédure pénale, pour les crimes de meurtre, de drogue, de l'atteinte à la sûreté de l'État et les crimes de danger absolu, et le cas du condamné précédemment pour une peine criminelle, il n'y a pas de limitation du délai de détention provisoire. Il n'y a aucun délai dans le Code libanais de procédure pénale de limite de détention provisoire à l'endroit du détenu. Il peut être dégagé de ce texte qui réglemente les atteintes aux libertés personnelles une double caractéristique de la loi pénale libanaise. Premièrement, le législateur a envisagé le ministère public, qui est parti au procès, comme le juge garant de la légalité de la détention provisoire et qu'en règle générale, il a considéré la détention provisoire comme un principe faisant abstraction des conditions précises et illimitées dans le temps. En effet, sur ce dernier point, force est de considérer que le CPP, le Code de procédure pénale au Liban, n'a prévu aucune disposition permettant d'imputer la responsabilité de la survenance d'une détention provisoire à l'un des organes qui intervient dans la procédure. Que devient dès lors le droit à un juge pour contrôler la légalité de la détention? Le droit libanais s'est contenté d'offrir une garantie légale parrainée par la partie principale au procès, mais s'est nié à créer un mécanisme de garantie juridictionnelle indépendant du ministère public auquel peut avoir recours le détenu. Il en résulte que le droit à un tribunal prévu comme contrôle de la légalité de la détention n'a pas été retenu par le législateur libanais. La détention demeure dans la procédure libanaise dominée par l'inquisitoire, représentée par le ministère public et par les services de l'instruction. Et la détention provisoire reste dans des situations assez diverses, illimitées dans le temps et incontrôlées par un tribunal. C'est le contexte juridique dans lequel se trouvent aujourd'hui des centaines, voire des milliers de détenus, sans limite dans le temps, et c'est dans ce cadre inquisitoire qu'ont été détenus les 4 officiers, les 4 généraux précités pendant 42 mois. Or, pour faire intervenir les juridictions dans le domaine de l'instruction, cela nécessiterait une autre approche du procès pénal, approche qui, à nos yeux, commanderait l'égalité de fait et de droit de ces parties. C'est sur ce point où réside la différence substantielle entre le tribunal spécial pour le Liban, au niveau du règlement de procédure et de preuve, et le Code libanais de procédure pénale, car non seulement le premier détaille avec précision la protection des droits des suspects, mais également donne corps et concrétise le principe de présomption d'innocence. Et c'est ce qu'on verra enfin en grand B, les nouvelles garanties des droits fondamentaux. Que ce soit dans le règlement de procédure et de preuve, le RPP, ou dans le statut du TSL, la présomption d'innocence est rappelée à maintes reprises. Bien plus, elle est consacrée tout au long de la procédure, tant au niveau de l'enquête qu'au niveau du procès. En effet, étant donné que le TSL n'a pas encore débuté ses travaux judiciaires au niveau du procès, qu'en est-il de ces garanties consacrées par cette juridiction pénale à caractère international durant la phase de l'enquête qui incombe au procureur international? Face aux mesures de détention provisoire ou préventive, quels sont les mécanismes qui protègent les libertés personnelles ainsi que la présomption d'innocence? Tout d'abord, il convient de noter que pour qu'une détention puisse avoir lieu au niveau du déroulement de l'enquête, le règlement de procédure et de preuve spécifique au TSL précise que la personne concernée doit être un suspect ou un accusé. Donc on ne détient pas une personne pour l'interroger, il faut qu'il y ait des preuves que cette personne soit
une personne suspecte ou accusée. Sans qu'il y ait de preuves probantes présentées par le procureur auprès du juge de la mise en état, afin d'effectuer le contrôle juridictionnel et s'assurer que les droits fondamentaux sont respectés, aucune personne ne peut être détenue par le TSL. En effet, dès le 1er mars 2009, date du début des travaux du TSL, les autorités libanaises ont été dessaisies à tous les niveaux de l'affaire de l'assassinat de M. Hariri au profit du TSL et du bureau du procureur international. La première affaire qu'on devait régler était la question du maintien de la détention provisoire ou la remise en liberté des 4 officiers détenus par les autorités libanaises depuis le mois d'août 2005. Les dispositions qui ont été prises en considération dans le cadre de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui a remis en liberté les 4 officiers le 29 avril, donc sont l'article 4, 17, etc. du règlement de procédure et de preuve. Donc je vais comment passer outre ces précisions pour passer vraiment aux leçons à tirer dans ces considérations juridiques. Premièrement, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut se justifier que dans les cas où elle s'avère strictement nécessaire et dans les conditions prévues dans le règlement. Donc le juge de la mise en état a ordonné la mise en liberté de ces 4 officiers car il a consacré le principe que la détention est une mesure à caractère exceptionnel. Deuxièmement, le juge de la mise en état statue uniquement sur la question de la détention provisoire au stade actuel de l'enquête des personnes détenues qui sont présumées innocentes et ce, sans préjudice d'éventuelles poursuites ultérieures devant les tribunaux. Troisièmement, il importe de rappeler la situation exceptionnelle dans laquelle l'ordonnance du juge de la mise en état est rendue dans la mesure où la détention des personnes détenues depuis le 10 avril 2009 ne fait pas l'objet d'une décision d'arrestation du procureur, mais résulte de l'application de l'article 4 du statut qui prévoit le dessaisissement de la juridiction libanaise qui implique que les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Hariri soient déférées au tribunal. Donc le procureur n'arrête pas, mais ou bien il doit demander au juge de les arrêter car il y a des preuves probantes comme quoi ils sont des accusés ou des suspects, ou bien les remettre en liberté. Donc on statue sur une affaire pendante et non pas une nouvelle affaire. Quatrièmement, le juge de la mise en état, sans préjudice des pouvoirs que lui confère le règlement en matière d'investigation, n'a pas à se substituer au procureur pour rechercher au travers de l'examen du dossier de la procédure l'existence d'éléments de preuve à charge susceptibles de justifier, le cas échéant, la détention provisoire de l'individu. En l'espèce, comme le procureur a demandé la mise en liberté des personnes détenues, le juge de la mise en état n'a pas donc à examiner les pièces du dossier récoltées par le procureur et la commission dans le cadre de leurs investigations, ainsi que celles transmises par les autorités libanaises le 10 avril 2008. Sixièmement, le juge de la mise en état a conclu que dans l'exposé des motifs de la requête, le procureur a invoqué le fait que, pour demander la détention provisoire d'un suspect, il devrait être en mesure de le mettre en accusation dans les délais prévus et encadrés dans le règlement, c'est-à-dire avoir des preuves probantes. Or, le procureur a estimé que les informations dont il disposait en avril 2009 ne lui permettaient pas de mettre en accusation ces personnes détenues. Selon lui, la question de la détention provisoire ne se posait donc pas, contrairement au règlement de preuve de procédure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il suffisait d'avoir de simples faits et non pas de preuves pour détenir provisoirement des suspects. Enfin, le juge de la mise en état considère que le procureur pourrait théoriquement, en vertu de l'article 63 du règlement, solliciter la détention provisoire d'une personne en qualité de suspect s'il estime avoir les preuves suffisantes pour ce faire. Ensuite, au terme du délai de 30 jours, le cas échéant prorogé à 2 reprises, donc il y a une limite dans le temps pour la détention provisoire, et à la lumière de tous les éléments de preuve recueillis à cette date, il aurait à apprécier la nécessité de la mise en accusation de ce suspect et le cas échéant, la prolongation de sa détention provisoire. Dans ce contexte, et compte tenu des informations et considérations succinctes mais suffisantes fournies par le procureur, le juge international a considéré que les conclusions de ce dernier ne sont pas à ce point déraisonnables
qu'il aurait manifestement commis une erreur d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir d'arrestation. In somme, le juge de la mise en état a constaté que les personnes détenues ne peuvent, au stade actuel de l'enquête, être assimilées ni à des suspects, ni à des accusés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal. En conséquence, en application du règlement, elles ne remplissent pas une des conditions sine qua non pour être placées en détention provisoire, voire pour être libérées sous condition. Il s'agit, à nos yeux, d'un exemple imminent où la présomption d'innocence et la consécration du principe de la liberté sont hautement protégées dans le cas du TSL, contrairement au cas libanais. Conclusion. Tout le monde attend le TSL pour débuter ses travaux en bonne et due forme. Pour ce, il faudrait que la procédure d'enquête déclenchée depuis 2005 puisse aboutir à des conclusions probantes et à des preuves donnant enfin naissance à l'acte d'accusation à l'endroit des accusés. Mais là encore, l'acte de mise en accusation n'implique pas que la justice est déjà rendue ou bien la vérité est dévoilée, contrairement à la propagande politique orchestrée et animée par les dirigeants politiques libanais eu égard aux enjeux géopolitiques régionaux. Comme quoi, en rendant l'acte d'accusation, ça y est, le verdict est rendu, alors que l'acte d'accusation est une première étape pour un procès équitable. Or, comme on l'a constaté, le caractère international du TSL protège les droits des victimes ainsi que les droits des suspects et des accusés. Dès lors, si l'on examine dans le fond et dans la forme les divers facteurs qui commandent jusqu'à présent le fonctionnement du TSL, il convient d'espérer que peut-être la justice pénale à caractère international fait une nouvelle entrée indépendante et impartiale dans la conduite des dossiers en question. La poursuite des procès nous confirmera cet optimisme juridique ou infirmera nos considérations au profit des acteurs politiques sur la scène internationale. Or, l'on ne peut conclure cette analyse sans se poser objectivement des questions ou soulever des questionnements sur le début des travaux du TSL. Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a annoncé le début des travaux du TSL en mars 2009 alors que le procureur international n'avait pas encore de preuves pour émettre des actes d'accusation? Pourquoi n'a-t-on pas gardé la commission d'enquête pour accomplir sa tâche aux frais du budget de l'ONU au lieu que le bureau du procureur prenne en charge l'enquête à la charge du contribuable libanais? Comment les dirigeants libanais vont-ils distinguer entre les personnes accusées de l'assassinat de Hariri et leur appartenance politique, confessionnelle ou nationale? Est-ce que les juges vont compromettre la réalisation de la justice internationale au bénéfice des intérêts nationaux et régionaux et internationaux? Autant de questions et bien d'autres qui restent sans réponse jusqu'à présent, que ce soit en raison de l'ambiguïté de la conjoncture politique qui entoure les travaux du tribunal spécial pour le Liban, ou à cause de la complexité du crime de terrorisme, comme le préconise M. le procureur Daniel Belmar. Merci de votre attention, et maintenant bien sûr vos commentaires et vos questions me font tellement plaisir.